Nous sommes le 24 février 1978. Joseph Shones a passé la journée à faire de la reconnaissance dans la forêt nationale de Pleumas, en vue d'une future randonnée. Aux alentours de 17h30, et en raison des conditions météorologiques difficiles, il lui est impossible de continuer en voiture. Il se trouve alors à plusieurs kilomètres du refuge le plus proche, et décide de pousser sa voiture dans la neige et le froid. Malheureusement, cet effort physique le conduit à subir une crise cardiaque. Difficilement, il retourne dans sa voiture pour se réchauffer et réfléchir sur ce qu'il doit faire. Les heures passent quand soudain, il aperçoit dans la nuit de petites lumières comme des lampes de poche. Joseph sort de sa voiture et appelle à l'aide. Les lumières s'éteignent subitement et le malheureux reste désespérément seul. Lorsque sa voiture tombe en panne d'essence, et puisqu'il se sent mieux, il décide de se rendre à pied jusqu'au refuge. Sur son trajet, il trouvera un véhicule, une Mercury Montego, sans aucun passager à l'intérieur. Il n'y prête pas spécialement attention et continue son chemin. Ayant marché toute la nuit, il arrive enfin jusqu'au refuge où il obtient de l'aide. Ce que Joseph Shones ne sait pas, c'est que cette nuit-là, il a croisé la voiture de 5 hommes dont la disparition est encore inexpliquée, près de 50 ans après les faits. Ils sont 5 amis dont la vie allait prendre un tournant tragique. Jack Madruga, 30 ans, William Sterling, 29 ans, Jack Hewitt, 24 ans, Ted Weir, 32 ans, et Gary Mathias, 25 ans. Ils vivent tous à Yuba City, en Californie. Les 5 forment un groupe d'amis très soudé. Le soir du 24 février, ils devaient assister à un match de leur équipe préférée de basketball. Ils étaient très impatients, d'autant plus que le lendemain, ils devaient eux-mêmes participer à un match. Ils jouaient tous les 5 pour une équipe appelée les Gateway Gators, appartenant au Yuba City Gateway. Il s'agissait d'un centre de réadaptation visant à aider les personnes souffrant de déficiences intellectuelles légères ou de problèmes mentaux. Pour cette raison, les 5 jeunes hommes habitaient encore chez leurs parents. Tout indiquait qu'ils rentreraient chez eux après le match. Jack Madruga avait travaillé comme plongeur dans un restaurant du coin. Il tenait beaucoup à être autonome, mais il avait du mal à garder ses jobs. Ses parents le décrivaient comme quelqu'un d'un peu lent à la réflexion. William Sterling était le meilleur ami de Jack Madruga. Il était profondément religieux et passait une grande partie de son temps libre à lire pour consoler les patients des hôpitaux psychiatriques. Ted Weir, l'aîné du groupe, aimait passer du temps avec ses amis. Il était connu pour manquer de bon sens. Son frère raconte même qu'un jour, il avait dépensé plus de $100 pour s'acheter des crayons de couleur, sans aucune raison. Il travaillait un temps comme concierge, puis comme serveur dans un snack. Sa famille le poussa à démissionner, pensant qu'il causait trop de problèmes. Jack Hewitt était probablement le plus handicapé des 5. Il était lent et peu sûr de lui. Il sollicitait souvent l'aide de Ted, même pour effectuer des tâches aussi simples que de composer un numéro de téléphone. Gary Mathias, enfin, était le plus énigmatique du groupe. En effet, il était le seul à ne pas avoir de déficience intellectuelle. Cependant, il souffrait tout de même de graves problèmes mentaux. Le plus important étant certainement sa schizophrénie qui écourta son passage à l'armée. Gary et Jack étaient les 2 seuls du groupe à posséder un permis de conduire. Les 5 amis sont prêts et s'embarquent pour aller voir leur match. Le voyage dure environ 1 heure et tout se passe normalement. Jack est au volant et il conduit une Mercury Montego. Le match est terminé. L'équipe préférée des amis ayant remporté la victoire, ces derniers décident d'aller fêter ça et se rendent dans une épicerie du coin. Ils y achètent des tartes, des barres chocolatées, des sodas et même du lait. Après avoir fait le plein de vivres, les garçons remontent dans la voiture et entament le trajet retour. Ils ne rentreront jamais chez eux. Ils filent vers le sud, en direction de Yuba City, mais quittent l'autoroute juste avant d'arriver et font un détour à l'est. Aucune raison logique ne peut expliquer ce comportement. Les amis conduisent jusqu'à la fin de la route et continuent leur périple sur un chemin de terre. Ils s'arrêtent au beau milieu de la forêt nationale de Pleumas. À partir de là, difficile de savoir ce qu'il s'est passé. Tout ce que l'on sait, c'est que les 5 amis ont décidé de sortir de la voiture et de s'enfoncer dans la forêt en pleine nuit.
Joseph Jones, qui va beaucoup mieux, quitte le refuge. Il préfère oublier ses déboires de la veille et fait le plein avec sa voiture pour rentrer chez lui. Dans le même temps, les mères de Ted Weher et de William Sterling, inquiètes de ne pas voir revenir leur fils, décident de contacter la police. Elles pensent tout de suite au pire. En effet, Ted et William étaient plutôt casaniers et ne s'absentaient jamais de chez eux très longtemps, surtout sans prévenir. Un garde forestier en reconnaissance dans la région trouve en pleine forêt la Mercury Montego abandonnée. Elle se trouve sur une route non goudronnée à 2h30 de la ville où avait lieu le match de basketball. Le véhicule était ouvert, les fenêtres baissées et des emballages de nourriture jonchaient les sièges arrière. Aucune trace au sol ne permettait d'affirmer que la voiture ait été bloquée par de la neige ou de la boue. La jauge d'essence indiquait qu'il restait environ un quart de réservoir. Plus surprenant encore, c'était l'état du véhicule. Il était quasi intact. Compte tenu de la dureté du terrain et des conditions météo, il est très étrange qu'elle n'ait pas au moins quelques impacts ici et là. La police départementale du comté de Yuba commence à diffuser les photos des 5 disparus. Des recherches sont effectuées et des équipes sont envoyées dans toute la région. Néanmoins, ces recherches vont s'avérer très compliquées. Nous sommes en plein hiver et le climat est rude, tant et si bien qu'à plusieurs reprises, des membres de l'équipe de recherche manquent de mourir. Une violente tempête frappe la région, obligeant la police à interrompre les recherches, au moins jusqu'au début du printemps, à la fonte des neiges. Bien sûr, les familles sont désespérées et restent sans nouvelles de leurs enfants. Ils sont désormais totalement isolés et introuvables. C'est le week-end, un groupe de motards décide d'aller se balader près du lac Bucks. Ils s'arrêtent à un terrain de camping où se trouvent les wagons d'une vieille remorque de service forestier. Lorsqu'ils arrivent, ils sentent une odeur nauséabonde. Celle-ci émane d'un des wagons de la remorque dont la fenêtre est brisée. Curieux, les motards entrent dans le wagon. Ils tombent nez à nez avec un corps. Il est allongé sur un lit recouvert de la tête aux pieds par un drap. Ils enlèvent le drap et découvrent qu'il s'agit de l'un des 5 hommes qui avaient disparu 4 mois auparavant. C'était le cadavre de Ted Weher, reconnaissable malgré sa longue barbe. Il avait perdu 36 kilos, ce qui a pu faire dire aux enquêteurs qu'il pourrait s'être réfugié dans la remorque pendant près de 2 mois. Les pieds de Ted sont nus et gelés. On verra un peu plus tard ce qu'il est advenu de ses chaussures. L'autopsie nous apprendra qu'il est mort de faim et de froid, ce qui est très troublant étant donné les ressources à disposition de Ted. En effet, le wagon aurait très bien pu le protéger du froid, mais étrangement, aucun effort n'avait été fait pour reboucher le trou de la fenêtre. De plus, Ted avait à sa disposition suffisamment de nourriture pour survivre bien plus longtemps. Une grande quantité de canettes a été retrouvée près du cadavre, la plupart n'ayant pas été ouvertes. Mais le plus déconcertant, c'est que le corps de Ted se trouvait à plus de 30 km de l'endroit où se trouvait la Mercury Montego abandonnée. La découverte de Ted relance l'enquête ainsi que l'intérêt de la population pour cette affaire. Des équipes sont donc envoyées près du lac Bucks pour mener de nouvelles recherches. Un seul jour suffira avant qu'ils ne découvrent les cadavres de William Sterling et de Jack Madruga, à environ 8 km au sud de la remorque. Jack a été traîné sur une courte distance et son cadavre à moitié mangé par les charognards. Dans sa poche, on retrouve ses clés de voiture. William se trouve à seulement quelques mètres de son ami. Lui aussi victime des animaux sauvages, son corps est presque entièrement déchiqueté. Les cadavres ayant été découverts à proximité d'une route, il est probable que les 2 jeunes hommes aient voulu remonter vers le nord. Ils seraient morts de froid et d'une extrême fatigue. Les révélations s'enchaînent et 2 jours après cette macabre découverte, le père de Jack Hewitt, qui participait aux recherches, reconnaît la dépouille de son fils à seulement quelques kilomètres de la remorque. Fait intéressant, on découvre près du corps des couvertures ainsi que des lampes de poche. Les enquêteurs pensent que Jack Hewitt et Gary Mathias se sont rendus à la remorque et qu'ils y ont vécu avec Ted pendant plusieurs semaines. Cette hypothèse leur est suggérée par la présence des chaussures de Gary à côté du cadavre de Ted. Pourquoi ? Eh bien, on peut penser que Jack et Gary sont restés avec Ted jusqu'à sa mort. Ils auraient recouvert le cadavre avec un drap et Gary aurait probablement changé de chaussures
celle de Ted étant peut-être plus confortable. Les deux amis se seraient ensuite dirigés vers l'est et auraient, eux aussi, péri à cause du froid, de la faim et de la fatigue. Le puzzle s'assemble. Et pourtant, le mystère demeure entier. Gary Mathias n'a jamais été retrouvé. Il est aujourd'hui encore considéré comme disparu, laissant planer le doute sur ce qui a bien pu se passer durant cette nuit de février et durant les 4 mois qui ont suivi. Une autre question demeure encore en suspens. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés chez eux cette nuit-là? Revenons en arrière et jetons un coup d'œil à l'itinéraire emprunté par les 5 amis. Après la fin du match de basket, ils filent en direction de Yuba City, mais dévient de leur chemin pour prendre une autre route. À quelques kilomètres seulement se trouve la ville de Forbstown, dans laquelle ils auraient pu rendre visite à un ami de Gary qui y habitait. Supposons que Jack, au volant de la voiture, rate l'embranchement pour sortir à Forbstown, et qu'il continue à rouler sur des kilomètres jusqu'à ce que la voiture se retrouve coincée sur un sentier de montagne. Simple erreur de débutant. La mère de Jack n'est pas de cet avis. Elle se pose des questions. Ils étaient 5 jeunes hommes en pleine force de l'âge. Ils auraient très bien pu revenir en arrière plutôt que d'abandonner leur voiture et s'enfoncer dans les ténèbres. Elle est persuadée que quelque chose, ou quelqu'un, les a forcés à s'aventurer dans la forêt. Comment expliquer sinon l'état dans lequel la voiture de Jack a été retrouvée, c'est-à-dire totalement indemne? Le véhicule, la Mercury Montego, est une voiture plutôt lourde. Ajoutez à ça le poids de 5 hommes sur un terrain accidenté et inconnu, en pleine nuit, c'est trop étrange. Un autre détail frappa la mère de Jack. La fenêtre côté conducteur était ouverte lorsqu'on a retrouvé la voiture, ce que son fils n'avait pas l'habitude de faire. On rappelle aussi que l'hiver dans cette région est particulièrement rude, ce qui ne pousse pas forcément à ouvrir la fenêtre. De là, une hypothèse commence à naître. Jack était-il réellement au volant du véhicule ce soir-là? Je rappelle que sur les 5 amis, seuls 2 d'entre eux possédaient un permis de conduire. Jack et Gary. Ce dernier aurait-il forcé son ami à lui donner les clés de sa voiture? Si c'était le cas, il aurait pu conduire les autres où il le voulait. Gary Mathias était déjà connu des services de police. Dans sa jeunesse, il avait connu de nombreuses crises de schizophrénie, mais qui s'étaient calmées avec le temps. Avec le temps, et surtout grâce à un traitement que Gary prenait depuis des années. Peut-être avait-il arrêté de prendre ses médicaments depuis plusieurs mois déjà. Cette théorie est souvent débattue, mais bien que Gary Mathias n'ait jamais été retrouvé, aucune preuve tangible ne peut être avancée pour dire qu'il est le responsable de la mort de ses amis. Parlons maintenant de Joseph Shones. Il a passé la majeure partie de son vendredi soir coincé dans la même zone que les 5 disparus. Dans son témoignage, il affirme avoir été témoin de quelque chose dont je n'ai pas parlé en début de vidéo. Rappelez-vous, il avait vu des lampes torches dans le bois s'éteindre presque aussitôt. Mais ce ne fut pas le seul groupe qu'il croisa. Il vit et entendit un groupe composé d'une femme, d'un homme et d'un bébé marchant dans sa direction et également éclairé de lampes torches. Là aussi, Joseph appelle à l'aide, les lumières s'éteignent subitement et silence total. Il mentionne ce détail mais ne donne aucune précision quant à l'identité des 2 groupes. Il dit bien, cependant, qu'ayant été victime d'une crise cardiaque et se trouvant dans une situation plus que critique, il sort de sa voiture et appelle à l'aide de toutes ses forces. À chaque fois, les inconnus s'arrêtent de parler et éteignent leur lumière, comme pour se cacher. Voilà tout ce qu'on peut retirer des dires du seul témoin vivant de cette nuit-là. Joseph Shones a plusieurs fois modifié sa version des faits, changeant tel ou tel détail, ce qui fait qu'il est impossible de se fier entièrement à sa version des faits. On ne peut pas affirmer que Joseph ait menti. Son état ce soir-là lui a peut-être fait imaginer certains détails, ou même créer des hallucinations. C'est très frustrant. Si ce témoignage est vrai, cela voudrait dire que les 5 amis n'étaient pas seuls ce soir-là. On ne peut malheureusement pas en dire plus. Et si toute cette histoire n'était qu'un accident, une suite d'événements malchanceux qui ont conduit à la mort de 5 jeunes hommes, tous innocents? Explorons une autre piste. L'équipe favorite du groupe a gagné. Ils achètent à manger et s'apprêtent à fêter l'événement. Sur le trajet du retour, Gary Mathias propose aux autres de faire un petit détour vers Forbstown pour aller rendre visite à un ami. Ils acceptent
Et sur l'autoroute peu éclairée, Jack manque la sortie pour Forbeston. Il hésite à faire demi-tour, mais considérant la dangerosité de la route, il préfère attendre que des embranchements alternatifs se présentent à lui pour regagner ensuite Yuba City. À aucun moment, le groupe ne prend un autre chemin. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils s'enlisent dans la neige et dans la boue, en pleine forêt, dans l'obscurité la plus totale. Les 5 amis tentent de cartographier l'endroit où ils se trouvent et décident de se rendre à pied à l'endroit le plus proche pour obtenir de l'aide. Ils sortent donc de leur voiture et entament une randonnée jusqu'à la remorque dont j'ai parlé plus tôt. Il fait nuit, il neige, il fait extrêmement froid, et la remorque se trouve à près de 30 km. Inutile de vous dire que survivre à une randonnée dans de telles conditions s'apparenterait à un miracle. Néanmoins, une solution toute simple aurait pu leur éviter un tel désastre. À 5, ils auraient pu réussir à déloger la voiture et repartir. L'idée ne leur est probablement jamais venue à l'esprit. Je rappelle que ces jeunes hommes étaient atteints de déficience mentale. Comme dit précédemment, les seuls à avoir atteint la remorque sont Ted Weir, Jack Hewitt et Gary Mathias. Gary et Jack s'en iront ensuite chercher de l'aide pour Ted, à moins que ce dernier ne soit déjà mort au moment de leur départ. Jack Hewitt meurt en chemin. Le corps de Gary Mathias n'a pas été retrouvé, mais il est probable qu'il ait trouvé la mort dans des circonstances similaires à celles de ses amis, amoindri physiquement par le froid et la faim. Il serait peut-être mort dans la vallée de Meadow, région voisine de l'endroit où ont été retrouvés les autres cadavres. La faune sauvage aurait pu se charger de faire disparaître le corps aux yeux des équipes de recherche. L'affaire des disparus de Yuba City reste une énigme à tout point de vue. Une histoire qui n'a pas de sens. Aucune théorie ne peut être affirmée ni démentie avec certitude. Et surtout, certains détails sont totalement inexplicables. Comment la voiture a pu être retrouvée indemne? Pourquoi personne n'a réagi aux appels de Joseph Shones? Si ces personnes étaient les 5 amis, ils auraient très bien pu secourir Joseph et s'en sortir mutuellement. Et qui était la femme avec le bébé? Pourquoi les survivants n'ont-ils pas utilisé les ressources à leur disposition dans la remorque? Et il y a encore tant de questions sans réponse. C'est évidemment ce mystère qui fait de cette histoire un sujet aussi passionnant et fascinant. J'espère que vous aussi, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à élaborer pourquoi pas vos propres théories. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.